Donc merci à Si Mohamed Zid et au comité d'organisation de l'invitation. Et Si Mohamed Zid m'avait demandé d'être pratique. Nous allons être pratiques et poser les questions que nous posons tous devant une occlusion veineuse rétinienne et une maculaire d'occlusion veineuse. Alors, que nous apprend déjà la littérature? Nous apprend que pour l'évolution spontanée, que les yeux qui ont une acuité visuelle initiale supérieure ou égale à 5/10 ont 65% de chance de garder cette acuité visuelle à 5 ans. Qu'il y a une résolution spontanée de cette œdème dans 37% à 3 ans dans les occlusions de branches et dans 20% des occlusions centrales. Que sur les modalités thérapeutiques, il a été montré que le laser est efficace dans les occlusions de branches, inefficace dans les occlusions de tronc, même si chez les sujets jeunes, ça pourrait dans certains cas marcher, et que toutes les autres thérapeutiques intravitréennes, que ce soit des corticoïdes ou des anti-VEGF, ont montré leur efficacité par des études randomisées, sauf l'Avastin, qui a fait l'objet d'études non randomisées. Les modulations volumiques et la chirurgie sont de moins en moins pratiquées, sinon abandonnées. Alors, quand est-ce qu'on va débuter un traitement d'un œdème maculaire? L'œdème maculaire des occlusions veineuses n'est pas une urgence et nous avons dit qu'il y avait des possibilités de résolution spontanée. Dans l'étude Horizon, l'œdème maculaire avait plus de 6 mois. Il y avait certes des récupérations après traitement de ces œdèmes assez anciens, mais cette récupération était assez lente. Donc le consensus est de se donner 4 à 6 semaines de réflexion ou de délai, si le malade consulte bien sûr très rapidement, pour voir l'évolutivité de cet œdème maculaire et éventuellement, secondairement, débuter le traitement. À quel chiffre d'acuité visuelle débuter ce traitement? Toutes les études randomisées sont à 5/10 ou moins. En pratique, on commence déjà à traiter les malades à 6/10 et certains protocoles traitent beaucoup plus tôt ou à des acuités visuelles beaucoup plus élevées. Voici le cas d'un patient de 52 ans qui a 4/10, occlusion de branche temporale supérieure. Et on voit en haut l'angiographie, l'angio-OCT et le B-scan. Et puis, en bas à droite, un mois après, spontanément, 9/10 et résolution pratiquement complète de l'œdème maculaire et donc évolution spontanée favorable. Quand on traite de ces œdèmes, qu'est-ce qu'il faut choisir, les anti-VEGF ou les corticoïdes? On va avoir tout à l'heure une discussion à propos de l'œdème maculaire diabétique. Dans les occlusions veineuses, les anti-VEGF semblent quand même plus efficaces que les corticoïdes dans les chiffres d'acuité visuelle et dans le nombre de pourcentage de malades ayant récupéré 3 lignes ou plus. Donc dans la plupart, sinon dans la totalité des protocoles, les anti-VEGF sont en première intention, ils sont délivrés chez les sujets phages, glaucomateux, jeunes, dans les formes non perfusées. Les corticoïdes peuvent être utilisés de première intention chez le pseudophague, chez les malades ayant un suivi aléatoire, même si ceci est discuté, on va le voir tout à l'heure, les yeux vitrectomisés, les accidents cardiovasculaires récents. Dans nos pays, nous sommes au Maroc, je viens de la Tunisie, se pose toujours le problème des coûts de ces médicaments et des modalités de leur remboursement. Et donc, probablement, ça donne un choix vers les anti-VEGF et vers l'Avastin. Quel anti-VEGF justement choisir? L'étude 4 et le protocole T de la DRCRNet ont bien montré qu'il n'y avait pas de grosse différence entre ces différentes molécules et qu'à 1 an, il y avait pratiquement des résultats équivalents entre les 3 molécules. Ceci a été dans l'œdème maculaire diabétique, mais bien sûr, on peut transposer ces résultats vers l'œdème maculaire des occlusions veineuses. Comment conduire le traitement? Donc, des idées de traiter, comment le conduire? Donc, dans les études randomisées, 6 injections mensuelles, ce qui est un protocole assez contraignant pour les malades et pour les ophtalmos. Et donc, la plupart des indications se font en phase d'induction avec 3 injections mensuelles initiales. Et on poursuit ces injections jusqu'à l'obtention d'une acuité visuelle maximale atteignable, c'est-à-dire que c'est une acuité visuelle qui doit se maintenir en plateau sur 2 mois, c'est-à-dire sur 3 contrôles successifs, en ayant le mieux possible un assèchement du liquide intra- et sous-rétinien. Ça, ce sont les critères de bonne réponse ou de réponse idéale.
maximale. On peut éventuellement, si l'acuité visuelle reste stable, tolérer la persistance de l'objet de petite taille. La conduite du traitement, vous l'avez vu, donc c'est les 3 injections initiales, puis le maintien, et on voit que les 3 premières injections donnent le maximum d'acuité visuelle, puis le plateau s'incurve, le plateau s'amorce et l'acuité visuelle reste stable au fil des injections. Comment surveiller après la phase d'induction? C'est la phase d'entretien, et d'abord selon quel régime? Ces régimes pérennes semblent assez bien adaptés aux occlusions veineuses, et on peut aussi utiliser le treat and extend, mais plusieurs études ont montré qu'il n'y avait pas de différence, et le PRN dans cette indication semble assez adapté. À quel rythme surveiller ces patients? Pour les occlusions du tronc, tous les mois la première année, bien sûr pour rechercher une conversion ischémique éventuellement, et puis il faut personnaliser la surveillance à la fin de la première année. Pour les occlusions de branches veineuses, tous les mois, les premiers 6 mois, et puis personnaliser, espacer les contrôles en personnalisant les délais. On va surveiller sur l'acuité visuelle, bien sûr, l'OCT, angiographie, et on fera éventuellement ou sûrement une angiographie rétinienne quand il y a une baisse brutale de l'acuité visuelle que l'on n'explique pas, et bien sûr pour les conversions ischémiques. En cas de récidive, il faut reprendre les injections intravitréennes jusqu'à stabilisation de nouveau de l'acuité visuelle et bien sûr continuer la surveillance mensuelle. Voici un cas d'une patiente de 47 ans, 7/10 au début. Vous voyez les 3 images en haut qui montrent donc l'absence d'œdème maculaire au premier examen. Un mois plus tard, donc elle n'est pas traitée bien sûr, un mois plus tard, elle baisse sa vision à 5/10 P5 avec l'apparition d'une logette centrale. Après 3 injections d'Avastin, elle récupère 8/10 P2, puis elle est suivie en PRN. 3 mois plus tard, elle rebaisse son acuité visuelle, et là on est de nouveau reparti pour une série de 3 injections. En cas de non-réponse aux anti-VEGF, et je voudrais rappeler qu'on appelle non-répondeurs des gens qui ont une amélioration de moins de 5 lettres sur l'échelle de l'EDTRS, c'est-à-dire moins d'une ligne. En cas de non-réponse, on attend jusqu'à la 3e ou la 6e injection pour certains, mais actuellement de plus en plus on a tendance à switcher plutôt vers la 3e injection, puisque le protocole I de la DRCRNet a bien montré dans l'œdème maculaire diabétique, mais aussi ça peut être transposé aux occlusions veineuses, que le résultat à 3 mois était celui qui prévisible du résultat à 2 et 3 ans. On va switcher soit vers un autre anti-VEGF si vous avez commencé par l'Avastin par exemple, vers la Flibercept, ou plutôt vers les corticoïdes. Voici un cas d'une patiente, 55 ans, diabétique, dyslipémique, qui a une vision de 1/10 faible avec une occlusion de branche temporale supérieure, DSR, œdème intrarétinien. Après 3 injections d'Avastin, elle a gardé une acuité visuelle à 2/10. Et puis elle a eu une injection donc d'Ozurdex au bout de 3 injections, et à 3 mois elle était à 7/10, actuellement elle récidive et elle est en attente de sa 2e injection d'Ozurdex. Est-il possible de réduire le nombre d'IVT initiales? Possible dans les occlusions de branches veineuses. Certaines études ont montré que le fait de faire une injection et surveiller pouvait faire éviter aux patients les 3 injections initiales, mais probablement dans les occlusions de branches et non du tronc. La place du laser, il garde toute sa place là, bon, il y a bien sûr débat, mais il garde toute sa place dans le traitement de l'ischémie périphérique. Dans les occlusions de branches, on peut l'utiliser après 6 mois, après disparition des hémorragies et une diminution de l'œdème maculaire, bien sûr, en une grille localisée à l'endroit de la branche occluse. On arrêtera le traitement quand il y a une absence de fluide intra- ou sous-rétinien sur une période d'au moins 6 mois sans traitement. Il y a des cas limites qui sont soit les cas vus tardivement, au-delà de 12 mois d'évolution, soit les acuités très basses initiales. Là, c'est laissé à la discrétion du médecin. On pourrait éventuellement faire 3 injections et voir l'évolution. S'il n'y a aucune amélioration, il faudra arrêter les frais. Donc, en conclusion, comparé à l'œdème maculaire de la DMLA et
et du diabète, l'œdème maculaire des occlusions veineuses semble de meilleur pronostic, puisque 50% des occlusions de branche et plus de 40% des occlusions du tronc nécessitent plus de traitement au bout de 4 ans. Donc les trois options, nous les avons vues, et toujours avoir à l'esprit les conversions ischémiques qui sont parfois une fausse sécurité des anti-VEGF quand on les arrête. Je vous remercie. Sébastien, toi, pour nous parler de la gestion de la rétinopathie périphérique ischémique. Voilà, c'est plus à ma hauteur. Donc nous allons voir la gestion de la rétinopathie ischémique périphérique dans 3 pathologies. On peut avoir les diapos, s'il vous plaît? Donc nous allons voir les indications dans 3 pathologies, le diabète, le VCR, le BVR. Nous allons passer assez rapidement sur le diabète puisque le professeur Pornaras va traiter également le sujet. Laser périphérique et diabète, je vous montre ici un cas clinique. Une patiente, un jeune, qui avait 30 ans lorsque je l'ai opérée, qui se présente pour baisse d'acuité visuelle de l'œil droit. Malheureusement, c'est son seul œil. De l'autre côté, elle a fait un décollement de rétine de l'enfance qui n'a jamais été opéré. Elle a PL-. Donc, elle vient pour ce vaste hématome rétro-hyaloïdien qui entraîne une baisse de vision sévère. Elle a 1/10. Je l'opère, je fais une vitrectomie. Et au décours de la vitrectomie, je ne vois pas vraiment de néovaisseau. Et donc, je ne fais pas de laser au décours de la vitrectomie. Je la réadresse au correspondant en disant il faut faire une angiographie parce que probablement il faudra faire du laser. Elle me dit je ne vois pas de néovaisseau, je ne fais pas d'angiographie. Je fais fais une angiographie, s'il te plaît. Elle est forcément proliférante puisqu'elle a saigné derrière la hyaloïde. On voit ici quelques zones d'ischémie. Au final, l'ischémie n'est pas si majeure que ça. Mais il fallait la traiter. Donc, le résultat de la PPR, c'est une patiente qui récupère bien, fort heureusement, elle récupère 10 sur 10, mais de l'autre côté, elle fait un GNV dans le même temps qui nécessitera une énucléation en raison des douleurs. Alors, les stades de rétinopathie diabétique périphérique, il y en a plusieurs. La rétinopathie diabétique non proliférante, minime, modérée, sévère, et la proliférante. Concernant les indications du laser dans ces rétinopathies diabétiques périphériques, vous avez ici les recommandations de l'American Academy 2013, donc qui recommande de traiter par laser l'ischémie périphérique lorsque vous avez une rétinopathie à risque élevé. Vous voyez qu'ils font également assez peu d'angiographie. Donc, pour la rétinopathie préproliférante ou proliférante, il faut éviter la néovascularisation ou la faire involuer par une destruction des territoires ischémiques et au maximum la PPR. Il faut savoir continuer à réaliser des angiographies pour localiser l'étendue de l'ischémie. C'est pas toujours évident de typer exactement l'ischémie périphérique chez ces patients sans angiographie. Il faut toujours rechercher une rubéose irienne et un début de GNV. Les anti-VEGF nous ont aidé grandement pour moduler le rythme de la PPR et améliorer l'adhérence de ces traitements à la PPR, puisqu'on traite l'œdème maculaire, les patients ont une amélioration visuelle et ils acceptent mieux le laser. Il faut savoir expliquer aux patients. Les anti-VEGF versus laser dans la rétinopathie diabétique proliférante, une étude a été menée sur 2 ans, donc des anti-VEGF toutes les 4 semaines pour traiter l'ischémie périphérique. À 2 ans, on avait les mêmes résultats qu'avec le laser. Cependant, ces patients sont toujours à risque de développer une néovascularisation puisque les territoires d'ischémie n'ont pas été traités. Donc la PPR reste toujours le traitement de référence pour traiter l'ischémie rétinienne périphérique. Simplement, les anti-VEGF permettent de moduler le rythme de PPR. Auparavant, on avait certains patients chez qui il fallait tout faire très très vite. Maintenant, on peut se donner un petit peu plus de temps. Nous allons voir une autre particularité de l'ischémie périphérique dans le diabète après la chirurgie de cataracte. Est-ce que la chirurgie de cataracte est un facteur de risque d'aggravation de l'ischémie périphérique? Pour l'œdème maculaire, clairement oui. Pour la rétinopathie périphérique, c'est beaucoup plus discuté. De plus, la plupart des études avaient été faites avec des chirurgies avec une extra-capsulaire et non la phacoemulsification.
Enfin, de toute façon, avant chirurgie de cataracte, il faut évaluer de manière très précise une éventuelle ischémie périphérique en réalisant éventuellement une angiographie. Et si ça n'a pas été fait en préopératoire, il faut réévaluer la situation post-opératoire. Mais clairement, il faut expliquer au patient qu'il a un risque d'aggravation de sa pathologie dans les suites d'une chirurgie de cataracte qui nécessitera un suivi dans les 6 mois qui suivent. Et il faut vraiment les suivre, surtout si la rétinopathie était à un stade avancé avant chirurgie. Et chez les patients chez qui vous n'allez pas avoir de suivi, éventuellement, vous pouvez discuter une chirurgie combinée où vous réalisez le laser au décours de la chirurgie de cataracte en faisant une vitrectomie en même temps. Laser périphérique et occlusion de la veine centrale de la rétine. Le cas d'un patient couturier qui présente une baisse de vision profonde sur œdème maculaire dans le cadre d'une OVCR. L'œdème maculaire n'est pas si important que ça, avec un œdème à 478 microns. Il a une acuité visuelle chiffrée à 1/20. Donc c'est un patient de mon associé. Donc Claire Monin lui fait une IVT. Ça va pas beaucoup mieux après IVT. L'aspect OCT est amélioré, mais il voit pas mieux. Donc on est en juillet. Tout ça, ça le lasse un petit peu. En plus, il a beaucoup de choses à faire. Et malheureusement, il revient simplement en janvier. Il revient en janvier parce que là, il a mal. Il a très très mal. Il débute un glaucome néovasculaire. Vous avez ici son aspect OCT. Il ne voit quasiment rien. Donc on lui fait une IVT. Alors, les anti-VEGF, dans ce contexte, ne vont pas permettre de récupérer de la vision. Et ça va permettre de moduler le rythme de réalisation de PPR. Ça va permettre de contrôler la situation. Et surtout, chez ce patient qui passe souvent à la télé, ça lui permet d'avoir toujours son œil et d'avoir un œil qui n'est pas en exotropie, avec un contrôle de sa tension oculaire. Laser périphérique et OVCR. Dans les formes ischémiques, il faut savoir réaliser une angiographie devant une OVCR si vous avez des hémorragies laquées et des nodules cotonneux. Alors parfois, il faut savoir décaler la réalisation de cette angiographie. Il faut toujours penser au glaucome néovasculaire des 100 jours. Si vous utilisez des anti-VEGF pour prendre en charge l'œdème maculaire chez ces patients et la baisse de vision du départ, vous retardez le glaucome néovasculaire des 100 jours. En gros, vous rajoutez 40 jours par IVT. Il faut se souvenir que le risque de conversion ischémique est quand même assez élevé dans le cadre de l'OVCR, puisque 30 à 50% des formes bien perfusées initiales deviennent ischémiques, et le risque est d'autant plus élevé de transformation ischémique si l'acuité visuelle initiale est très basse, inférieure à 1/10. Et il faut toujours examiner l'iris, c'est chez patient. Donc, il faut regarder l'iris avant dilatation. On fait une angiographie à la phase aiguë s'il n'y a pas trop d'hémorragie. Il faut savoir décaler la réalisation de l'angiographie si vous avez vraiment beaucoup d'hémorragie. À l'angiographie, on recherche une ischémie maculaire et périphérique. Il faut savoir débuter les anti-VEGF de manière rapide. À la phase chronique de la maladie, on recherche sur l'angiographie une ischémie maculaire, périphérique, des téléangiectasies et un macroanévrisme éventuel. Il faut savoir qu'environ 50% des OVCR se compliquent de macroanévrismes qui peuvent entretenir un œdème maculaire. Laser périphérique. Donc on peut décaler ce laser si on injecte des anti-VEGF. C'est le seul traitement qui est efficace au final contre l'ischémie. Il faut toujours penser au risque de glaucome néovasculaire à l'arrêt des anti-VEGF. Et en phase chronique de la maladie, on traite par laser les zones d'ischémie et éventuellement d'éventuels macroanévrismes. Laser périphérique et occlusion de branches veineuses rétiniennes. Également, il faut savoir réaliser de l'angiographie pour évaluer une éventuelle ischémie. Angiographie qui peut être décalée après disparition des hémorragies rétiniennes. Vous avez ici le cas d'une patiente qui avait une occlusion de branche veineuse temporale supérieure avec beaucoup d'hémorragie. On a attendu pour réaliser l'angiographie que les hémorragies disparaissent. Elle a été traitée par injection de corticoïdes retard et on a traité l'ischémie périphérique pour éviter les problèmes de type hémorragie intravitrienne secondaire. Et
probablement l'ischémie périphérique peut participer à l'entretien de l'œdème maculaire. Donc, en conclusion, le laser reste le traitement de choix pour traiter l'ischémie périphérique. On a été grandement aidé par les injections d'anti-VEGF pour moduler le rythme du laser. Et clairement, il faut combiner les deux approches, laser plus anti-VEGF. Je vous remercie.